L'épisode de cette semaine est une présentation de Karaté Sunfuki Belleuil. Karaté Sunfuki Belleuil qui est dirigé par Renshi Mariev Bakers. Et Sensei Suzy Ryle. Et Sensei Suzy Ryle, qui sont deux références sur la Rive-Sud. Si vous cherchez un dojo, si vous habitez dans le coin de Belleuil, McMasterville, allez les voir. C'est deux personnes en or, c'est des experts dans leur domaine. C'est des machines, puis en plus, sont super sympathiques. Karaté Sunfuki Belleuil, on les remercie de nous appuyer. Donc, cette semaine, Jay, on reçoit un monument des arts martiaux du Québec. Écoute, il n'y a pas d'autre mot qui me vient en tête, là. On peut dire, j'ai déjà lu quelque part que c'était le père québécois des katas musicaux, genre. Ouais, c'est ça. On peut dire ça. C'est beaucoup lui qui a popularisé ça à une certaine époque, même à travers le monde. C'est monsieur Jean Frenette, Sensei Jean Frenette, de Karaté Boucherville. Et écoute, c'est hallucinant, là, on s'en parlait hors d'onde, la quantité de name drop dans cet épisode-là. C'est fou. Ça a aucun bon sens. On va pas les brûler. Okay? Écoutez l'épisode. Ça a juste aucun sens. Puis Sensei Frenette, lui, il jase de ça comme si j'étais allé promener mon chien, puis je suis tombé sur un tel, puis c'était quasiment ça, là, tu sais. C'était ça, puis c'est ça ma vie, puis you know, la routine habituelle, quoi. Exact, mais tu sais, c'est ça, c'est quelqu'un qui a beaucoup démocratisé le kata open, comme tu dis, puis tout plein de choses aussi. Même la cascade, c'est lui qui a amené ça, et comme il disait au début, il n'y avait même pas de cascadeur, c'était des choses avec les arts martiaux, puis tout, c'est quelque chose qu'il a amené, donc ça a vraiment... c'est un podcast incroyable. Pour vrai, là, je pense pas qu'on pouvait faire mieux aujourd'hui. Sans contredit. Oubliez pas, si vous voulez avoir accès au contenu exclusif, dont le Blitz Quiz de Sensei Frenette, il faut vous abonner au Patreon. Tous les Blitz Quiz, à part le premier qu'on a sorti en exemple, tous les autres Blitz Quiz vont être 100% exclusifs au Patreon. Et en plus, vous avez la primeur sur les épisodes, sur les contenus bonus, les épisodes anglo, franco, dépendant des niveaux que vous prenez. Donc, ça nous aide, nous, à produire du contenu de meilleure qualité, d'avoir du stock de production toujours de mieux en mieux, utiliser des outils toujours de mieux en mieux. Donc, pour ça, on remercie nos Patreons actuels. Donc, et on vous souhaite un excellent podcast avec Sensei Jean Frenette. Les cicatrices nous rappellent d'où on arrive, les combats qu'on doit livrer quand le destin chavire. Guerrier, on fera ce qu'il faut pour la famille. Cœur de lion, œil de tigre, on a la paix dans la mire. The battles are never ending, I know, but we will get up and get on with the fight, and we'll do whatever for what is right. Just put your trust in us, Bienvenue à Entretien avec un guerrier. Cette semaine, on a le privilège de recevoir une sommité des arts martiaux au Québec, à la personne de monsieur Sensei Jean Frenette. Bonsoir, monsieur Frenette. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Plaisir, les amis, ça va bien? Oui, ça va super bien. Vraiment, là, on est comme fébrile un peu. On a révisé nos notes puis tout avant le début. Puis c'est ça, on a fait nos devoirs parce que c'est un gros bagage là que le vôtre. Puis ben c'est ça, on voulait voir avec vous, repartir sur les traces de votre parcours dans les arts martiaux et aussi qui est quand même relié. Ben vous avez une carrière comme cascadeur au cinéma, tout ça, c'est interconnecté. Fait qu'on veut en parler. Okay. Fait que pouvez-vous nous situer là pour les gens, s'il y en a qui nous écoutent, qui vous connaîtraient pas, d'où vous venez, puis à quel moment vous avez commencé dans les arts martiaux? Ben écoute, je suis natif de Boucherville, donc j'ai grandi à Boucherville sur la rive sud de Montréal. J'ai commencé, comme bon, tous les Québécois, on a joué au hockey, mais à l'âge de 6 ans, j'ai commencé à faire du judo, jusqu'à l'âge de 10 ans à peu près. Puis après ça, ben, il y a eu la grosse vague des films de Bruce Lee, là, de mon époque, évidemment, de mon range d'âge au début des années 70. Et j'ai fait le switch de judo à karaté dès là, en entrant au secondaire, tout de suite après. Là. Ça a été vraiment le coup de foudre, puis voilà, je suis encore là aujourd'hui là-dedans. Donc voilà. Puis j'ai fait évidemment beaucoup de compétitions. La compétition à l'époque était très traditionnelle. Après ça, j'ai découvert tout le côté open, les katas musicaux, artistiques, etc.
Donc, je me suis lancé là-dedans beaucoup aux États-Unis, etc. Pour après ça avoir accompli tout ce que je voulais faire dans ce milieu-là, pour faire un retour à la source. Puis là, c'est là que j'ai commencé à aller en 1993, ça fait longtemps. Peut-être pas né. Moi, oui, mais Jérémy n'était pas vieux. Moi non, j'étais pas né. Au Japon, à Okinawa. Ben, je suis allé au Japon, puis c'est pour ça que je suis allé à Okinawa, qui est vraiment le berceau du karaté, où je suis allé étudier pendant plusieurs années là-bas. Enfin, au-dessus d'une dizaine d'années où j'allais là 2 fois par année. Donc, j'ai fait 22 voyages au total là-bas à Okinawa pour étudier le karaté, mais plus le côté authentique, le côté traditionnel, d'où ça vient. J'étais très curieux par rapport à ça, parce que bon, j'avais fait l'Open, puis j'avais pu m'exprimer dans ma forme de faire les katas qu'on faisait là, à l'époque. Mais c'est important pour moi aussi de connaître comme il faut la source, l'origine et le pourquoi de toute cette technique-là, puis qu'est-ce qui a influencé, la philosophie qui va avec, et tout. Donc, pour moi, la pratique du karaté, c'est pas juste physique, mais c'est l'esprit aussi. Donc, c'est de bien comprendre, de bien saisir aussi la philosophie qui va avec, l'éthique, puis évidemment, le zen est très interconnecté dans ce milieu-là, là-bas. Donc, ça faisait partie aussi là, de mes rudiments là, de vie quotidienne dans la pratique. Donc, voilà. Ça, c'est Puis quand vous avez commencé dans le karaté au Québec, la première fois au Québec, là, au secondaire, comme vous disiez tantôt, c'était avec quel style? Parce que le Goju-Ryu serait arrivé plus tard, c'est ce que je comprends? Exact. Donc, mon premier professeur de karaté, c'est maître Maxime Mazal-Tarim, marocain d'origine, mais qui était au Québec depuis le début des années 60. Et c'est lui qui avait amené le style de karaté Shukokai au Shitoryu, qui était, il était à l'époque un représentant de maître Yoshinao Nambu, qui par la suite a créé le style Sankukai, Sankudo. Alors c'est ça ce que j'ai fait pendant un très bon nombre d'années. Et après ça, parallèlement, en étant sur l'équipe du Québec, etc., on faisait des compétitions avec l'équipe américaine, entre autres. Puis j'ai rencontré celui qui était le head coach à l'époque, Sensei Chuck Merriman, qui est vraiment une légende du karaté aux États-Unis. Et on parlait de karaté, tout ça, puis il y a vraiment énormément de connaissances. Ça a piqué ma curiosité pour aller à un point où même pendant que je continuais à faire du Sankukai, Sankudo, je descendais au Connecticut à son dojo m'entraîner juste pour ma culture personnelle d'étudier le Goju-Ryu. Par la suite, je suis devenu son élève, puis bon, on s'est entraîné avec Igaona Morio, après ça on a fait Teruo Chinen, puis après ça on est allé au Jundokan avec maître Eiichi Miyazato, qui était le successeur du fondateur du Goju-Ryu. Donc c'était vraiment une ligne directe d'apprentissage dans cette méthode-là de Goju-Ryu. Mais à la base, c'était un karaté japonais, mais très éclectique, parce que maître Nambu était tellement ouvert d'esprit, donc il y a beaucoup de techniques circulaires que tu vois pas normalement en Shotokan ou dans d'autres styles, mais avec lui, des coups de pied retournés, des Ushiro Hamashiri, il en faisait plein, des balayages avec la jambe dans l'arrière. Valera a pris ça de lui, donc c'était des influences très importantes pour moi. Au niveau des coups de pied, c'était Maître Nambu puis Bill Wallace. Bill Wallace, hein? Vous avez, c'est pas des petits mentors, hein? Non, non, c'est ça. Je me souviens quand j'étais jeune, j'avais vu Bill Wallace à l'époque à Wide World of Sports. Puis il se battait, quand je me souviens pas contre qui, en kickboxing. Puis je veux kicker comme lui, je veux frapper, je veux vraiment faire des coups de pied comme lui. Par l'influence de Nambu, qui lui déjà il faisait beaucoup de trucs circulaires. Puis quand j'ai vu Wallace, c'était comme ces deux influences-là qui m'ont poussé à vraiment développer ma technique de jambe. Donc, plus tard, fast forward plus tard, dans le milieu des années 80, je voyageais à travers le monde avec Bill Wallace pour donner des stages ensemble. Donc, c'était c'est drôle pareil. C'est quand t'es plus jeune puis tu le regardes à la télé, puis après ça, tu te ramasses avec lui à échanger des coups de pied. Donc, c'était bien. Wow, c'est clair. Et moi, je me demande... Vas-y, Manu. Oui, non, vas-y, Jérémy. Je me demande, parce qu'aujourd'hui, les kata open font face à des fois des critiques de la part des gens plus traditionnels. Je me demande, vous, en tant que pionnier, un des premiers à en faire, comment c'était à ce moment-là d'amener les kata open? Comment c'était perçu? C'était très dur parce que on parle encore plus d'une mentalité très, très comme ça, où c'est qu'on dès qu'on faisait un coup de pied plus haut que la tête, c'est pas normal parce qu'il n'y en a pas dans les katas traditionnels, ou presque pas. Dans Shotokan, dans Gangaku à peu près, c'est tout. Donc, tu sais, c'est très typique de cette mentalité-là de pas accepter ou de pas avoir l'esprit ouvert pour ça. Donc, oui, ça n'a pas été facile. J'ai été jugé au bout. On m'appelait le danseur ou peu importe, mais il reste que quand même. En 1992, c'est moi qui faisais des grosses démonstrations au championnat du monde de karaté Buko à l'époque. Karaté traditionnel, puis c'était les deux katas musicales qui étaient en démonstration, c'était moi. Fait que bon, en quelque part, il y avait un intérêt, parce qu'après ça, j'avais été spécifiquement invité là pour démontrer ça, parce qu'il y avait un meeting avec le comité olympique pour amener une formule plus olympique pour les katas. Et donc, l'approche qu'il y avait, j'avais monté un dossier
qui était un peu comme le patinage artistique. Donc, routine imposée puis routine libre. Donc, tu aurais eu à ce moment-là kata traditionnel avec la liste qu'ils ont déjà, bunkai, puis ouvert, kata artistique en fait, avec musique, donc style libre. Donc, on a discuté, on a fait beaucoup de rencontres là-dessus. Fait que ça a passé proche. Mais, wow, ça aurait été un game changer. Ça aurait été un beau projet, ouais. Ça a failli revenir en 2020, malheureusement, mais... Ouais, mais je pense, déjà, ça a changé beaucoup, là, c'est la WKF, là, mais déjà, il y a une plus grande ouverture d'esprit au niveau des combats. On va donner plus de points pour des coups de pied à tête, balayage suivi d'une technique au sol. Donc, ce que ça fait, c'est ça motive les pratiquants à se développer plus que faire un Gyakutsuki, un reverse punch, puis un Maigiri de la jambe arrière, tu sais, ou un Kisamitsuki, tu sais. Donc, ça donne des combats qui sont beaucoup plus flamboyants. Je regarde Agaïev, là, il est vraiment incroyable, entre autres, comme il y en a plein, là, mais tu sais, je regarde des Christophe Pina, etc., de l'époque. Et donc, ça a évolué dans ce sens-là, fait que c'est bien. Puis les katas aussi avec les bunkai en équipe. C'est super cool. Il manque juste les katas artistiques. Parce que je pense que c'est possible. Moi, ma vision, c'était toujours de dire que c'est possible de faire un kata comme ça, ouvert, en respectant les techniques de base, en respectant tous les critères, le kimé, tout ce qui va avec le regard, enfin, le sens de réalisme, puis toutes les techniques de base, sans sabotager, tu sais, la technique traditionnelle. À l'époque, nous autres, ce qu'on faisait, c'est qu'on acceptait un mouvement de gymnastique acrobatique dedans. Donc, seulement plusieurs. Comparativement aujourd'hui, parce que c'est qu'il y a presque pas de technique de coup de pied, puis c'est juste des flips. Fait que là, je pense qu'on est loin, on est un petit peu trop loin de la... Ouais, on est à l'autre extrême du balancier. Faudrait un juste milieu, ouais. J'apprécie par contre qu'est-ce qui se passe, parce que bon, ça aurait existé dans le temps que je le faisais. Je l'ai essayé, puis j'avais un bon background en gymnastique en plus. Donc, vu que les règlements étaient assez stricts, on ne pouvait pas se permettre beaucoup. Donc, soit que je fasse une roue sans main ou un back sur place, ou, tu sais. En termes de maîtrise puis de qualité d'exécution, on a regardé une vidéo de vous qui exécute sur Eye of the Tiger, un kata, ouais. C'est mythique, là, cette vidéo-là, mais encore aujourd'hui, tu sais, il y a pas de flip-flop partout dans tous les sens, puis pourtant, en termes de qualité d'exécution, le timing, là, tu sais, n'importe qui est musicien peut reconnaître le respect du tempo de la musique, puis tout, c'est écœurant comment c'est tight, là. Ben, c'était comme ça que ça devait être à l'époque, parce que la façon que les règlements étaient, dans le temps où moi je compétitionnais, John Chong, Ernie Reyes Jr., Stuart Kwan, George Chong, Cynthia Rothrock, toute cette époque-là où on était, il fallait respecter le tempo de la musique, il fallait, tu sais, moi j'étais bien gros à cheval là-dessus, je voulais vraiment frapper les beats. Fait que les high beats qui étaient vraiment hauts, ben c'était toujours des high kicks ou des affaires qui allaient vers le haut. Qu'est-ce qui était plus groundé, c'était plus vers le bas. Donc j'allais marier le mouvement avec la musique, avec l'émotion qui pouvait aller avec. Donc mais pas tout le monde qui travaille avec la musique. Puis aujourd'hui, ben c'est juste une trame, puis OK, go, je pars, puis là, je round-off, backflip, flare, 720 avec, tu sais, whatever. C'est donc, plus interchangeable. Ouais, mais c'est parce que on est dans le sens où, comme je dis, je juge pas parce que j'apprécie ce qui se passe là, mais c'est toujours en déséquilibre. C'est jamais vraiment tu sais, c'est jamais groundé. Puis alors que les arts martiaux, la première chose que tu vas parler, même si tu parles d'open ou de traditionnel, on parle toujours d'être bien groundé, d'être bien centré. Si tu fais une technique puis tu es off balance, ben, dans l'open, c'est facile. Si tu perds l'équilibre, ben, tu pars puis tu fais une roulade ou tu fais un round-off ou tu fais quelque chose puis ça passe comme dans du beurre, tu sais. Mais dans cette formule-là, mais pas dans la formule qu'on le faisait à l'époque. Donc, il faut vraiment démontrer la technique, tu sais. Puis, qu'est-ce qui vous a attiré spécifiquement vers le Goju-Ryu? Qu'est-ce qui vous a charmé dans ce style-là, dans cette branche-là du karaté? Pour aller jusqu'aux États-Unis, le bon. Ouais, c'est assez répandu aux États. En fait, ce qui m'intéressait, c'était la profondeur. C'était que en Goju-Ryu, c'est que t'as pas 48 katas ou 72 katas comme en Shitoryu, t'en as juste 12. T'en as juste 12, mais c'est la profondeur. Fait que Miyazato Sensei disait tout le temps, le style il est pas wide, il est deep. Dans le sens où il est très profond dans sa, un kata, tu peux passer des années dessus. Puis peut pas te dire une mentalité, il faut que tu fasses Sanshin pendant 3 ans, puis rien d'autre. Mais c'est juste dans le sens où tu vas l'étudier, puis tu vas toujours découvrir quelque chose de nouveau dedans. Parce qu'il y a toujours le travail des distances. Si tu parles juste des distances, ben, il y a la longue distance qu'on connaît, la moyenne distance, puis la courte distance. La courte distance, qu'est-ce que ça implique? Ça implique des saisies. Donc, essaie de faire la même technique que tu as faite en longue distance. Quelqu'un qui s'en vient, tu le vois venir, puis faire un tsuki en attaque, versus quelqu'un qui te saisit et refaire la même technique. Comment tu vas l'appliquer, etc. Donc, ça demande énormément de recherche. Puis,
chaque personne, tu vois les Okinawaïens, moi c'était pas pire parce que je suis pas grand, donc puis carré, fait que ça fait avec les Okinawaïens, fait que j'ai pas de misère à m'adapter à leur façon de travailler. Mais quand on est, mettons, avec des gars qui arrivaient de la Russie ou de la Suède ou même des États-Unis, les gars mesurent 6 pieds, 6 pieds 3, ben, les Shikodachi, c'est pas le même monde pour eux autres, parce qu'on on a le centre de gravité déjà plus bas. Donc, comment tu adaptes ton karaté par rapport à ça? Et le Goju-Ryu a cette ouverture d'esprit-là. C'est pas comme, mettons, sans juger, mais tu as d'autres styles que faut que ça soit de même. Non, faut que tu descendes plus bas. Non, mais t'as peu. Le gars mesure 6 pieds, il a des grandes jambes, il peut pas descendre bas comme le gars qui en fait 5 et 6. Donc, comment est-ce que ça va être le plus logique pour être capable justement d'avoir une efficacité dans ton mouvement? Parce que tu n'auras pas plus efficace si tu descends super bas dans un Zenkutsu ou dans un Shiko et tu n'es pas capable de te remonter. Donc, ça fait pas de sens non plus. Donc, le Goju-Ryu a ça qui est très intéressant. Le Goju-Ryu aussi, c'est Goju, ça veut dire dur et souple. Donc, il y a un travail où ce qu'on dit en japonais, Haishu Kaishu, main ouverte, main fermée. Et donc, tu as un travail de saisie, d'ouverture, de fermer, de monter, de descendre. Et c'est un concept, ça, qui vient avec le Goju. Très chinois aussi, parce que c'est comme le yin et le yang, en fait. Et, vu qu'il y a juste 12 katas, tu as vraiment, puis il y a beaucoup de niveaux. C'est comme un oignon. Tu éplures un oignon, tu en enlèves une pleure, whoop, tu viens de découvrir un bunkai, whoop, tu rouvres un whoop, tu viens de découvrir d'autres choses, puis c'est non-stop. C'est tellement profond que tu découvres tout le temps. Donc, c'est ça qui est intéressant dans le Goju-Ryu. Ouais. Fait que c'est un style qui, au lieu de s'éparpiller, c'est concentré sur peu de matière, mais qu'on l'approfondit plus longtemps, puis on la revire dans tous les sens, puis on l'étudie longtemps. Exactement. Exactement, ouais. OK. Au lieu de s'étourdir avec 72 katas. C'est pour dire des connaître, mais comment le connaître la chorégraphie ou connaître vraiment le sens du kata, puis de chaque séquence dans le kata. C'est ça qui est différent. Ouais, la différence entre exécuter un kata et étudier les arts martiaux, étudier le kata. C'est ça, étudier le kata, qui le fait, pourquoi qu'il le fait, comment qu'ils font ça, pourquoi ça se défend comme ça. Ouais. Qu'est-ce qui a influencé ça? Parce que Okinawa, on s'entend que le karaté vient d'Okinawa, vient pas du Japon. Ouais. Okay? Et à l'époque, ça s'appelait même pas karaté. Ils appelaient ça le Todé, puis après ça, c'était le nom de la ville. Donc, T pour la main. Puis si le maître, ou en tout cas la personne qui développait son art, était dans la ville de Shuri, il appelait ça Shurite. Ou c'était dans la ville de Nahate, ou Tomarite. Donc, et pourquoi c'est comme ça? Ben, je veux dire, sur une île comme ça, il y a toujours du monde qui vient essayer de vous envahir, qui vient essayer de vous, comme les pirates dans d'autres îles, dans un peu partout à travers le monde. Donc, ils sont pas différents pour eux. Donc, ils ont dû développer une forme de combat, comment se battre, puis se servir de la rame, puis le eku, entre autres. Tu sais, tous les outils agraires, tu sais, les nunchaku, les fosses, les tonfa, tout ça, ça vient de là, ça vient tout de là. Donc, et eux, ils ont développé vraiment une façon de se défendre, c'est pour survivre, là. C'est pas pour de la démonstration, pour survivre. Donc, c'est ça qui est intéressant au bout de la ligne. C'est pas un sport, à la base. Non, c'est ça. C'est ce qui fait la différence peut-être entre l'approche du karaté à Okinawa et l'approche du karaté telle qui a été faite au Japon quand ça a été comme nationalisé. Puis ils ont essayé de rendre ça plus normé, puis dans un cadre, puis sportif, puis on enlève tout le côté martial de l'art martial. Et ça, c'est simple, parce que tu regardes, à l'époque, la première personne qui a traversé le côté pour aller démontrer de son art, c'était Miyagi-sensei. Quand il a traversé le côté, lui, il faisait du Nahate, puis c'était un élève de Kanryo Igaona. Quand il a traversé le côté pour aller démontrer son art à l'empereur, ben, tout le monde était impressionné, tout ça, puis il portait un hakama, il n'y avait pas de karatégi à l'époque. Donc, il lui a demandé comment ça s'appelle ton art. En fait, lui, là, il était comme un peu bouche bée parce qu'il n'avait pas pensé à ça vraiment. C'est un style parce qu'au Japon, tu sais, si tu fais du Iaido ou du Judo, mais le Iaido, il y a différentes écoles. Le Katori Shinto-ryu, il y a différentes écoles. Donc, le Judo qui était très codifié, le Kendo qui était très codifié, le Iaido très codifié, Aikido avec Oshiba. Donc, c'était très codifié. Puis il y avait déjà, tu sais, la vestimentaire, il y avait tout le kit. Miyagi, il est arrivé avec un hakama puis un top de kimono, mais comme il marche dans la rue. Là, puis, sinon, si tu vois des vieilles photos, ils sont en genre de bobette blanche puis en bédaine en train de s'entraîner. Donc, tu sais, je veux dire, c'est pour te dire, tu sais, c'était pas une question de look, c'était pas une question d'habit, là. Eux autres, ils s'entraînaient pour s'endurcir puis se développer puis se défendre. C'était ça. J'ai des bonnes histoires par rapport à ça, parce que j'ai eu vraiment l'opportunité d'être en contact avec des élèves de Miyagi directement, puis passer beaucoup de temps avec eux là-bas. Wow. Et je peux juste te dire, tu sais, que Miyagi est revenu du Japon de son premier voyage. Il avait le mal de mer, fait que lui, c'était dur. Il se faisait inviter tout le temps, mais il n'y allait pas souvent. Et quand il est revenu,
Là, c'est là qu'il s'est mis à réfléchir à tout ça, puis après, il est arrivé avec l'histoire du Goju, tu sais. Et c'est de même que son nom est venu, mais c'était le premier style qui était enregistré, le Goju Ryu. Le goût de Après, les autres sont venus. Shorin Ryu, qui avait Kobayashi, Matsubayashi, puis Uechi Ryu avec Uechi Kambun. Donc, à partir de là, les autres styles que tu connais au Japon c'est à partir de là, de locaux. Ouais, Shotokan, Ouais. toutes les Shotokan est dérivé du Shurite, qui est en fait du Shorin Ryu. Hmm. Donc, mais Miyagi est vraiment l'instigateur d'avoir fait la promotion du karaté. Après ça, lui, vu qu'il voulait pas voyager, il avait mal au cœur puis il voyageait pas, Funakoshi traversait l'autre bord avec Shurite, Shorin Ryu, et Kobayashi Ryu, traversé l'autre bord, et lui a resté là-bas, puis a enseigné dans les universités, puis c'est pour ça que Shotokan est... Shotokan, en fait, c'est le style, mais arrêté, c'était son dojo. Shotokan, Kan, c'est maison. Donc, c'est pour donner une idée, là, tu sais. Alors que les Ryu, c'est vraiment l'école, la méthode. Donc, tu sais, dans l'interprétation des termes, de bien comprendre le japonais quand on étudie. Donc, ça, c'est très important. Quand je m'entraînais au Jundokan à Okinawa, les combats, la raison pourquoi c'est faire que le karaté est devenu plus codifié, je dirais, c'est à cause que quand ça a été présenté à quelques reprises, là, Miyagi est allé, après ça Funakoshi est allé, puis ils ont demandé de rentrer ils ont décidé avec le nom karaté, main vide, de rentrer ça dans les budo, dans le Dai Nippon Butokokai. Et là, à ce moment-là, il fallait que ça soit organisé. Miyagi était très, très copain avec Jigoro Kano, le fondateur du judo. Donc, c'est Jigoro Kano qui a donné un kimono de judo à Miyagi. Il a dit qu'il mets ça pour représenter le karaté. Puis c'est comme ça que le karaté-gi est venu, c'est celui avec Jigoro Kano. Mais ça, c'est toutes des histoires que tu te fais raconter par le bonhomme qui a 80 ans, puis qui se l'est fait raconter par Miyagi, etc. Donc, c'est hyper intéressant. Les combats, même chose. Dans les années 40, 50, il voulait faire des combats. C'était pas encore dans des compétitions, tout ça, mais dans le dojo. Mais à chaque fois qu'il faisait des combats, il y a toujours quelqu'un qui se faisait faire mal. Parce que les autres, c'était pas un demi-wazari, pont, pas de safety punch, rien. Fait qu'il y a toujours quelqu'un. Pas de protecteur. Ouais, c'est ça. Fait que t'as un bras cassé, un avant-bras cassé, le nez cassé, fendu, whatever. Fait que là, ce qu'on fait, ça, moi, je les ai vus encore, ils sont encore dans des boîtes là-bas au dojo. T'as des gants de boxe, des vieux gants de boxe bruns en cuir, là, comme tu vois dans les vieux films de boxe. Les premiers. Un masque de catcher. OK? Un plastron de kendo ou un plastron de catcher avec des shin pads puis de catcher, puis ils se battaient avec ça. Wow. Pour pouvoir faire du combat puis en espérant de ne pas se faire mal. Fait que c'est le point fight. Ouais. Ben, même, il n'y a pas rien qui était retenu, ça, je peux te le dire. Ah ouais. Ouf. Non, Wow. c'est ça. Wow. Il n'y a pas de contrôle. Et moi, c'est ça que je trouve des fois, les gens qui veulent améliorer versus que les styles ont été découverts par des peuples en guerre ou qui se défendaient pour leur vie, puis là, les gens, ils disent, oh, on va améliorer ça. Ouais. Moi, je pense qu'ils ont pas mal la recette proche, là. T'sais, eux autres, ils s'en servaient pour de vrai. Ouais. Nous, aujourd'hui, c'est rendu un art, c'est pas récréatif, mais tu sais, vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça, on défend pas notre vie avec ça, là, tu sais. Donc, des fois, je trouve qu'il y a une genre de... pas méchanceté, mais tu sais, comme de dire, on va mettre ça meilleur. C'est comme de l'arrogance, un peu. Ouais, c'est ça, exact. Non, c'est sûr et certain, on s'entend que, tu sais, les gens, on pratique, déjà en partant, pourquoi on pratique les arts martiaux, tu sais, faut poser la question, tu sais. C'est sûr qu'on n'est pas dans le temps de guerre, on n'est pas, à moins que ça change, puis qu'on est obligé de protéger sa famille, puis ça devient un autre ballgame. Mais, je veux dire, on s'entraîne pas pour ça, on s'entraîne pour notre santé physique, notre santé mentale, d'évoluer à travers de ça. On sait que, tu sais, que je fasse un kata aujourd'hui que j'aime bien, puis dans 10 ans, je vais le faire, mais je vais le performer autrement. En gardant un esprit ouvert, ben, je vais être capable d'adapter aussi. Mon corps va changer un peu, mes limites vont peut-être changer, puis je vais m'adapter par rapport à justement ces obstacles-là, on va dire, mettons. Moi, par rapport à ton corps, tu vois. C'est ça le challenge au bout de la ligne. Tu sais. Ben oui. C'est pas de dire, je vais aller dans la rue, puis je vais aller me pogner avec tout le monde. Tu sais. Moi, je donne tout le temps l'exemple en ce moment, si tu regardes, mettons, 3/4 du temps, des policiers qui sont dans des situations vraiment de gros stress, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui se fait tuer, c'est pas long, tu sais, parce qu'il y a vraiment de panique. Pourquoi? Parce que on va t'entraîner à faire toutes les techniques de karaté que tu fais dans le dojo. Le policier qui est en dehors, qui va tirer une fois par semaine la tête, puis que là, t'es confronté à vraiment la réalité. Qu'est-ce qui va arriver? T'es pas entraîné pour ça, là. T'es pas entraîné pour ça. Non, c'est ça. Il faudrait un entraînement beaucoup plus rigoureux que le nombre d'heures que le pratiquant moyen de karaté, mettons en Occident, va mettre sur sa pratique. Mais on s'entend que
c'est un peu touché de dire que on va s'entraîner vraiment comme si ça se passerait dans la vraie vie, là. Mhm. Quelqu'un qui va se Non, faire c'est très, malade. très difficile de faire Ouais, des simulations donc, aussi réelles. c'est très dur. Donc, c'est pas, moi, bon, à cause du cinéma, je touche à beaucoup de gens qui ont fait, qui ont des anciens Navy SEALs, puis Special Ops, puis tout ce que tu veux aux États-Unis avec les séries que j'ai faites au fil des années. Puis quand tu parles à ces gens-là, eux autres, ils l'ont vécu. Tu le vois dans ses yeux, le gars, quand il dit, gars, quand il a tiré un coup de feu, il duck, tu sais, trois quarts du monde, il va un coup de feu, le monde va geler là, tu sais. Ou quelqu'un, tu vois des gens dehors, puis il y en a un qui est un peu sous, ou whatever, puis qui se met à crier, puis à s'énerver. Les gens, en général, sont comme un peu sur le mode de panique, parce que t'es pas habitué de voir ça, tu sais. Fait que, tu sais, c'est le genre de bébé, puis là, on va laisser faire même quelqu'un qui arrive, puis qui te pousse un soir, puis qui veut se pogner, tu sais. Là, dans ta tête, tu commences à computer, si je le frappe, puis j'y fais mal, c'est moi qui s'en va dedans. Tu sais, tu peux pas. Il y a plein de choses. Il y a tellement de choses que c'est pas comme ça qu'on règle le problème de toute façon. Vous comprenez? Donc, mais ce qui arrive, c'est ça, c'est que pour en revenir à, on peut pas s'entraîner à être dans une situation comme ça. Ça va toujours rester juste de l'entraînement, tu sais. Je regarde un peu, tu sais, comme le UFC, tu sais. C'est à peu près la chose qui te ramène le plus proche d'un vrai combat. Encore là, il y a des limites, il y a des règlements, il y a des choses que tu ferais pas de mettre un doigt dans l'œil de l'autre, ou de mordre, ou whatever. Casser des coudes. Bon, Puis, exactement, tu sais. Donc, mais ça reste quand même que c'est pas mal plus free fight que des combats avec juste du pointage, tu sais. Ou Ouais, du c'est sûr. kickboxing. Mais moi, la vie sur la MMA, vu que vous avez comme vu ça arriver et tout, comment vous trouvez que ça a évolué? Est-ce que vous trouvez que ça évolue bien, ça évolue-tu mal? Parce que moi, je pense que le pic était quand GSP était là, puis là, depuis, il y a eu des athlètes. Moi, en tout cas, il y en a que je trouve qui ont eu des attitudes que j'aimais moyen, mais comment vous avez trouvé l'évolution du UFC en général? Moi, ce que je peux te dire, c'est que bon, tu sais, chapeau vraiment à Georges pour redorer le blouson dans le sens de l'attitude, le respect, la façon qu'il se présentait. Il y a beaucoup de monde qui le copie, là, tu sais, même McGregor, tu remarques qu'il se met toujours un habit quand il y va après, tu sais. Mais Georges était toujours clean cut, toujours, en plus d'être un gars respectueux dans le ring, puis même si quelqu'un parlait, ben, gars, on va régler ça dans le ring, y a pas de problème, tu sais. Mais toujours fair and square, tu sais. Je pense que le bon côté, je te dirais, dans tout ça, c'est que quand ça a commencé au début, c'était vraiment un cercle, là. Je veux dire, c'était à peu près n'importe quoi, là, puis bon, ouais. c'était vraiment à l'avantage, tu sais, de Gracie, là. Mais, Ouais, lutteur sumo, puis contre ouais. un gars de Jiu-Jitsu, puis plein d'affaires qui ont pas de rapport ensemble. Non, non, c'est clair. Mais ça, c'est correct. Ça a évolué dans le bon sens parce que tu vois que les combattants, c'est des combattants beaucoup plus complets, tu sais. C'est pas comme un gars qui faisait, mettons, juste c'est un lutteur, puis il était pas bon pour faire du striking ou de box style ou peu importe. Ou le gars était juste bon en kick, mais puis en punch, mais dès qu'il tombait à terre, il était foutu. Donc là, à ce temps, tu as des athlètes qui sont beaucoup plus complets, ils sont well-rounded. Tu sais, ils font du BJJ, ils font de la lutte, ils font de la boxe, ils font du kickboxing, de la box style. Tu sais, c'est vraiment. Puis l'entraînement qu'ils font physique, de CrossFit, de fonctionnel, etc., ça fait vraiment des super athlètes. Ça, là-dessus, à 100%. Ce qui est un peu gossant, c'est que ça devient un peu comme la WWF, tu sais, WE, whatever. C'est que là, on va faire à peu près n'importe quoi pour vendre des billets. C'est ça, exact. C'est ça que Ouais. j'aime plus. Parce que aussi, les vedettes qu'on avait il y a 4-5 ans, Ouais. pour vendre Parce- des billets. Tu sais. Là, Exact, Ouais. parce que, tu sais, moi, un show de UFC, je vais l'acheter, là. T'es pas obligé d'envoyer promener l'autre, là. Moi, je trouve que t'as l'air épais à faire ça, tu sais. Ouais. Mais c'est ça, c'est... Je trouve que c'est là que ça enlève, ça détonne, si tu veux. Parce que, appelez ça martial art, arts martiaux, mais que le comportement est comme ça va pas aller. Ouais. Right? Ouais, c'est là que ça entache peut-être les autres arts martiaux. Là, ouais. Ça enlève pas la qualité de tous ces gens-là. Là, sont vraiment des... Non, on en a reçu des athlètes de MMA, puis c'était tous des gens super courtois, qui s'exprimaient bien, puis étaient polis, là, ceux qu'on avait. Là. Ouais. Mais c'est sûr que quand t'embarques dans les ligues professionnelles, ça devient plus un cirque. Là, Ouais. rendu là. Non, c'est clair. Puis il faut vendre des billets. Puis, tu sais, Officiel. autant que la lutte, c'est scripté que, tu sais, des fois, je dis pas que les combats sont arrangés, mais que, tu sais, pour stager, pour faire un build-up, en quelque part, il y a un petit peu de ça aussi. Ouais, le jeu d'insultes, là, ça fait partie de la promo. Exact. Ouais, officiel. Tout à fait. Puis, votre école là-dedans, c'est arrivé comment? C'est dans les années 90 que vous avez ouvert à Boucherville? En 78. En 78? Ouais. OK. Oui, parce qu'à l'époque, mon professeur Maxime Azalterim, lui, il y avait plusieurs dojos sur la rive sud. Puis moi, Ok. j'avais commencé à l'époque à Polyvalente à Boucherville, en parascolaire.
OK. Et donc, rendu en secondaire 5, lui, il dit, écoute, tu veux-tu prendre la relève puis faire les cours parascolaires? Moi, je vais m'occuper de Longueuil, Brossard, puis whatever. Je dis, OK, fine, pas de problème. Comme ça, j'ai commencé à enseigner. D'abord en parascolaire, puis l'année d'après, j'ai approché la ville de Boucherville, puis j'ai fait les cours avec la ville, là, tu sais, avec les services de la ville, là, tu sais. OK. Ça fait 40 ans. Fait que ça fait 40 ans que vous êtes... puis votre dojo, il est encore affilié avec la ville de Boucherville aujourd'hui? Oui. OK. Wow. Mm-hmm. Ben, félicitations. Déjà félicitations. d'être encore là après 40 ans, c'est beaucoup. C'est sûr, c'est sûr. Je trouve ça un peu plus facile en ce moment, curieusement, Ouais. là, à cause de Zoom. Parce que vu que je voyage beaucoup à cause des tournages, tu sais, je suis pas tout le temps en ville, je suis in and out. Mais là, je peux le faire pareil de mon condo, peu importe à Los Angeles ou à où ce que je suis. Puis je peux continuer à donner mes cours pareil. Fait que, c'est important pour moi. Ça fait partie de ma vie. C'est pas quelque chose qui. Puis je me considère très fortuné d'avoir eu l'opportunité, d'avoir des sensei comme j'ai eu dès le début de ma pratique, aller encore jusqu'à M. Merriman, que j'étais encore avec lui. M. Merriman a 88 ans. Puis on se parle toutes les semaines, parce qu'il est en Arizona maintenant. Puis tous les échanges que j'ai eus, puis les entraînements que j'ai eus à Okinawa avec des maîtres vraiment exceptionnels. Donc, c'est les connaissances que j'ai, c'est pas pour les garder pour moi, c'est pour les communiquer. Donc, pour moi, c'est important de continuer à enseigner. Vous avez eu plein de grands maîtres comme ça, puis j'imagine vous êtes conscient que pour vos élèves, vous représentez à peu près la même chose. Est-ce qu'il y a une relève dans vos élèves de gens qui s'en viennent derrière vous, qui pourraient reprendre le flambeau de votre école que vous voyez après 40 ans, là, on veut pas que ça tombe? Oui, non, définitivement. Moi, j'ai des gens qui sont avec moi depuis 30 ans, donc, tu sais, c'est... Wow. Même d'autres plus longtemps encore. Donc, c'est ça. Fait que ça, c'est des gens qui viennent, ils n'ont pas nécessairement la vocation pour l'enseignement tout le temps, mais ils sont toujours là à tous les cours en train de s'entraîner. Donc, non, j'ai quand même des gens, mais c'est pas des jeunes. Quand on parle de relève, pour moi, c'est plus... Oh oui, là, moi, je parle de relève, c'est pas forcément des jeunes qui sont là depuis longtemps, mais qui... Des élèves qui viennent vous aider, là. Oui, tout à fait. Mais tant que je vais pouvoir le faire, je vais le faire, moi. Ça, c'est sûr. Ouais, ça, c'est génial. Je vais être là, ouais. Puis, vous avez parlé brièvement, là, mais on le sait, vous travaillez dans le cinéma. C'est entre autres comme ça que vous connaissez Marie-Ève, qui a fait le contact avec nous. On la salue. Ouais. Merci à Marie-Ève, c'est ça. Puis, pouvez-vous nous en parler de ça? C'est arrivé comment? Le monde parce des que si cascades, vous êtes rendu à un autre niveau, là, c'est plus que des petites figures, des petits contrats, là, c'est les grosses ligues. Oui, c'est Hollywood. En fait, j'ai commencé à faire de la télé en 1977. OK. Bon, t'étais pas né. Non, je suis en 82. Je faisais des démonstrations live. C'était pas des katas musicales encore, mais c'était des combats avec de la musique synchronisée, puis toute la kit. Après ça, j'ai fait un documentaire à Radio-Canada en 77 aussi. Après ça, plusieurs émissions de variété comme ça où je faisais des démos, etc. Jusqu'à temps que en fait, l'anecdote est correcte, elle est bonne. En 81, je m'en vais à Los Angeles faire le championnat Long Beach International à Long Beach, en Californie. Okay. Ed Parker, qui est maintenant décédé, mais c'était le père du Kempo américain. Et on va là-bas, puis moi, évidemment, on n'a pas de commanditaire, rien. Fait que j'étais avec deux autres compétiteurs avec qui je compétitionnais là-bas des États-Unis, avec Gary Michak qui venait de Pennsylvanie, puis Stuart Kwan de Fresno en Californie. Fait que là, c'était dit, hey, tu y vas-tu? Oui, j'y vais. OK, fine. Moi, je suis jamais allé en Californie, c'est la première fois que j'y vais. Fait qu'on s'organise les trois ensemble, puis qu'on se loue un auto ensemble, puis qu'on se pogne un hôtel ensemble. On n'a pas d'argent. Fait que on part, puis on s'en va là-bas. Fait que on fait la compétition. Fait que c'est une grosse compétition là-bas, le Ed Parker. Là. Puis il y a toujours plein de monde là, du cinéma qui sont là, parce que Ed Parker, il entraînait, il y avait Elvis, etc. Là, fait que, c'est un vieux de la vieille. Là, donc, après la compétition, on revient, puis là, on reste à Los Angeles. Fait qu'on est à Santa Monica. Moi, là, le reste de la semaine, on reste là, pour profiter. Donc là, on fait toutes nos affaires. On va à la beach, on va s'entraîner dans une coupe de dojo, etc. Puis, à un moment donné, vous connaissez pas Los Angeles, mais il y a plusieurs rues. Là. Il y a comme Sunset Boulevard, Santa Monica, Pico Boulevard, qui va d'un bout à l'autre de Los Angeles, donc vers la montagne ou vers la plage. Pico, on descend le boulevard Pico, puis ça, quand tu descends le Pico, tu arrives dans le coin de Beverly Hills, puis il y a une lumière, puis à ta droite, tu as les studios Century Fox. À gauche, il y a un golf course qui est là. Fait que là, on voit les billboards, puis il y avait le billboard de des films qui sortaient, puis la série télévisée de Fall Guy.
de Fall Guy, vous connaissez pas ça. C'est avec Lee Major, puis c'est l'histoire d'un cascadeur. Fait que là, ça, c'est le temps de la lumière rouge. Là. Moi, Gary puis Stewart, on dit, hey, fuck yeah, hey, ça serait cool au bout de rentrer là-dedans puis de faire des combats, tout ça. Puis après ça, on a dit, ah oui, c'est vrai. Il y a Pat Johnson qu'on connaît qui est comme fight coordinator, qui était chorégraphe de combat sur cette série-là. OK, fait que là, on a pris une gageure tous les trois. On dit, OK, alright, quand on retourne chez nous, qui va être le premier à travailler en cinéma? La lumière est verte, on s'en va à la plage, le reste du voyage se fait. Je reviens à Montréal, puis à Chaume FM, il y avait une annonce qui faisait un casting pour un film qui s'appelait Meatballs. Fait que tout de suite, je saute là-dessus, je m'envoie, à l'époque, c'était Ginette D'Amico casting sur la rue, sur Bishop, ou Guy à l'époque. Et, fait je vais là, puis je vais avoir rencontré le coordinateur de cascade avec un Canadien, puis il y avait un Américain. Fait que là, je parle avec eux autres, je dis, ben, moi, ma spécialité, c'est les sports de combat, puis la gymnastique, tout ça. Fait qu'il dit, moi, c'est plus un film d'auto puis de chevaux, là. Mais il dit, dans 6 mois, on a quelque chose d'autre, puis on se donne des nouvelles. Fine. 6 mois plus tard, il m'appelle, OK, on a cette affaire-là, puis là, il y avait une scène de bataille dans un bar, etc. Puis c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai pris goût, puis vu qu'à l'époque, au début des années 80, il n'y avait pas vraiment beaucoup de cascadeurs, et aucun spécialiste en sport de combat vraiment, puis que je pouvais marier avec ce que je faisais, tu sais, avec l'accro, puis les kicks, puis tout le kit. Ouais. C'est comme ça que j'ai commencé, puis là, je faisais la navette entre Montréal puis Toronto. J'ai fait les films Police Academy, etc. Puis, malade. Et le reste, c'est de l'histoire, quoi. Ben ouais, c'est clair. Puis, ouais. Ben, vous avez travaillé sur deux parce que nous, on est des fans de comics, là, puis 2 productions qui nous ont marqué plus en regardant le listing, là, c'est 300 puis Deadpool. Ouais. Vous avez fait quoi dans 300 puis dans Deadpool? Dans 300 puis dans les 2 cas, j'étais cascadeur. Dans 300, j'étais sur ce qu'on appelle un genre de core team. Ça veut dire que c'est à peu près les mêmes gars que tu utilises tout le temps pour se battre avec les acteurs. Comme ça, on contrôle bien nos lames, etc. Puis que s'il y a un blanc de mémoire, il recevra pas un coup de sable sur la tête. Donc, fait que tous ces bagarres-là. Mais j'étais autant un immortel là-dedans qu'un Persian Warrior, qu'un Spartan à un moment donné. Donc, à peu près. Mais toutes les scènes de bataille avec Jerry, avec tous les acteurs, c'est pas mal tout le temps nous autres qui les faisaient. Ouais. Puis ça, celle-là, c'était particulier parce que je sais que Zack Snyder, il travaillait vraiment beaucoup par green screen dans celle-là en particulier, dans 300, parce qu'il voulait vraiment reconstituer la BD quasiment case par case. Oui, exact. C'était comment de travailler de faire votre travail de cascadeur, mais en ayant presque pas de repères autour de vous. Ouais, c'est ça. T'as juste des gros backdrops verts avec des X pour les effets spéciaux visuels. C'est ça. C'est weird parce que la couleur vert à un moment donné ou bleu, ça devient comme agressant, là, tu sais. Ouais. C'est pas grave. Tout ce que tu as à te focuser dessus, c'est les personnes en avant de toi. Le reste, ça existe plus. C'est un peu comme quand tu vas faire tes katas ou tu fais tes démonstrations. À un moment donné, moi, je me souviens d'avoir fait des démonstrations devant. Le maximum que j'ai fait, c'est 65 000 personnes en Espagne. Ça, c'est insane. Est-ce que vous pouvez nous en parler? C'était quoi cet événement? C'est quoi cet événement-là? En 92, dans la même année que j'étais allé à Grenade, le fils du propriétaire de Atlético de Madrid, l'équipe de soccer, faisait des arts martiaux. J'ai donné un stage dans ce coin-là, puis ce jeune-là connaissait le gars qui organisait les stages pour moi là-bas. Fait qu'il disait, hey, penses-tu que M. Frenette, il accepterait de venir faire une démonstration parce qu'il jouait contre Barcelone. Puis si Madrid gagnait contre Barcelone, il s'en allait à la Coupe du Monde. OK. Fait que là, c'est comme un peu comme le Lucky Charm, tu sais. Fait que je vois la pression, hein. Fait que je dis, ben oui, pas de problème. Fait que je t'allais faire une démonstration durant une game de soccer à Madrid. Madrid contre Barcelone. Puis ils ont gagné. Ben là. Ils ont gagné 2-1. Puis là, après ça, ils m'ont emmené en arrière ils ont des gros trophées, en tout cas, toute la patente. Là. Mais 65 000 personnes, à un moment donné, il faut pas que tu t'arrêtes de penser parce que. Ouais. Tu vas exploser. Zero in sur une affaire, puis that's it, tu sais. Que ce soit. Ben ça, 65 000 là, à Montréal, il y a juste le stade olympique là, qui a cette capacité-là. C'est fou, hein? Mais le soccer en Europe, c'est populaire. Ouais, c'est énorme. Mais toutes les places qui ont fait des démos, que ce soit à Paris, Bercy ou à. Ben c'est ça, j'allais. Dortmund, à Munich, je suis allé partout, en fait, là. Ben j'allais venir là parce que la nuit des arts martiaux à Bercy, c'est quelque chose que je me suis fait parler par des collègues YouTubers d'arts martiaux français. Ouais. Puis ils nous ont parlé de ça, à quel point c'était huge, justement, à l'époque. Puis que c'est plus ce que c'était. Mais vous, quand vous êtes allé là, parce que Bercy, c'est une autre salle énorme, c'est une autre... Non, c'était plein à craquer. Moi, on parle de ça, je suis allé là. J'ai fait Bercy 8 ans d'affilée, de 90 à 98. Puis c'était les bonnes années, je te dirais, des nuits d'arts martiaux, des démonstrations d'arts martiaux. Après ça, ça a commencé à changer, tu sais. Il n'y a pas eu comme une relève, si tu veux,
Si je donne un exemple, si tu avais un représentant d'Aïkido, c'était Christian Tissier qui est vraiment extraordinaire. Ou le Parisais, ou Earl Bly de Hollande pour le Wushu, Yan Yongli d'Allemagne de Wushu, en tout cas, Hank Meyer de Taekwondo de Hollande, etc. Mais il y a pas eu, tu sais, comme une nouvelle relève, tu sais, à un moment donné, c'est là, tu reviens, tu refais encore les mêmes démos. C'est pour ça qu'à un moment donné, moi, je dis, ben là, Ouais. ça fait 20 ans que je fais de ces katas-là, là. Faut trouver quelqu'un de nouveau, là. À un moment donné, ça devient redondant, tu sais, tu peux pas continuer à faire la même affaire. J'aime ça comme, j'aime mieux que les gens restent sur une bonne note que, tu sais, à un moment donné. Ouais, qui stand, ouais, je comprends. Ouais. Se retirer au Est-ce top. que Ouais, vas-y, t'avais une question. Non, ben c'est juste quand t'es à ton top, tu sais, parce que Mané veut pas la split ou les backflips ou les choses comme ça, on peut pas. Mais tantôt, vous disiez que vous aviez des contraintes dans vos divisions. Quand vous faisiez des démonstrations, est-ce que vous en mettiez plus pour le show ou c'était encore les mêmes katas? Ah ouais, non, ben là, c'est ça, ben là, on parle, si je te parle de ça, moi, c'est en 89 que j'ai fait des démonstrations, quand tu fais des démos, t'es pas limité. Je faisais rondade, flare, tu sais, full twist, flare. Tu sais, je veux dire, j'avais pas de limite à ce moment-là. Mais c'est juste que dans la catégorie comme telle, mettons, je faisais un spin hook kick, quand je déposais ma jambe, je faisais une roue sans main enchaînée, tu sais, directement. Mais c'était le max que je pouvais faire, c'était un move. Tandis que quand je faisais des démos, ben là, rondade, flick-flack back, whatever. Ouais. Ouais, c'est clair. Très différent. Puis est-ce que vous faites encore des séminaires, puis vous promenez-vous encore pour enseigner à l'international ou vous vous concentrez sur votre école? J'ai encore des écoles affiliées au Portugal, en Croatie, en France, en Italie, un peu partout, en Slovénie. Donc, mais c'est rare parce que souvent ce que je fais, c'est que mes élèves ou mes représentants, ils viennent ici à la place. Okay. Moi, je m'occupe d'eux plus ici, puis je peux leur enseigner. Puis 1 an sur 2, je vais là-bas, je vais en Europe. Fait que, okay. que j'y vais, ben là, pendant 2 semaines, bien condensées, là, je fais tous les pays. OK. Je donne des stats. Mais ça, c'est arrivé comment que vous avez eu des élèves que ça a essaimé partout, comme ça en Europe? C'est des gens qui vivaient ici puis qui sont repartis vivre là-bas? Ou c'est à force de faire des... Ouais, en fait, quand que j'ai gagné le championnat du monde de Waco, à l'époque où c'était vraiment gros, là, j'étais le premier blanc à gagner le championnat du monde dans ma catégorie, dans les kata muscales. Right? Avant, c'était John Chong, c'était un Coréen, puis c'était tout bon. Donc, ça allait un peu comme choquer un peu le monde, tu sais, comme, oh, attends un peu. Donc là, j'ai fait ça, j'ai gagné pendant plusieurs années en ligne. Fait, à partir de là, moi, j'avais comme un peu commencé à préparer le terrain pour donner des stages, puis partir mon association. Et tranquillement, vu que je faisais un karaté qui était un peu éclectique, ça attirait les gens, tu sais. Comment est-ce qu'il s'entraîne, lui, pour faire ce qu'il fait, tu sais. Ouais. Plus, les gens qui sont un peu plus classiques, c'est pas le même travail de souplesse, admettons, etc. Et donc, j'ai eu beaucoup de gens qui étaient attirés vers ça. Donc, et moi, j'avais un programme, tous les trainings sur vidéo et tout. Je te parle de ça, début des années 90, j'étais déjà organisé pour ces trucs-là, moi. Fait que training sur VHS. Exact, c'est sur VHS. J'avais un gros livre, ça d'épais, avec toutes les méthodes techniques, comment les enseigner, puis décortiquer, puis toute la kit. Fait qu'après ça, ben, les gens, là, je descendais. À l'époque, j'en faisais plus, donc j'allais plus souvent en Europe. Je pouvais passer peut-être 6 mois par an en Europe. OK. Ouais. Puis vous avez publié plusieurs livres aussi au fil des années, dont un, quand même, ça fait pas si longtemps que ça, non? Est-ce que je me trompe? Ben écoute, j'en ai fait 7 au total. 2 aux États-Unis, un qui était le Jean Frenette Complete Guide to Stretching, puis l'autre c'était Beyond Kicking. Beyond Kicking. Ça a été traduit évidemment en anglais, puis en allemand, puis en espagnol. En France, avec la Société européenne de magazines, ceux qui ont karaté Bushido, là, j'ai fait souplesse 1, 2, 3, je pense, kata, puis technique de coup de pied. Ouais, 5. J'ai fait 5 livres là-bas. Ouais. Wow. Plus des instructional videos avec Panthers Production en 1987. 6-7. J'en ai fait 14 vidéos, puis j'en ai fait je sais pas combien de vidéos en France aussi, etc. Là. Donc, ouais. Puis est-ce que c'est du matériel qui est encore comme réédité aujourd'hui, ou si les gens ils trouvent ça, ça va être par chance dans une bibliothèque usagée, dans une librairie usagée? Non. Tu peux aller sur Amazon, tu vas trouver mes livres. OK. Les livres américains sont là. Sinon, les livres que j'ai faits en France sont encore disponibles en France. Les c'est super. Je pense qu'ils ont transféré en DVD à cette heure. Ouais. Mm-hmm. Puis toutes mes affaires que j'ai faites aux États-Unis, vidéo, c'est c'est-tu Macho qu'ils ont acheté ou Asian World of Martial Arts? OK. WMA. Ouais. Ah, fait que si les gens cherchent, c'est encore du matériel disponible. Ah, mais ça, c'est vraiment cool. Tout à fait. Ouais. Super. Yeah. Super. Puis
Comment ça se passe le confinement pour vous? Parce que c'est pas de cinéma, pas d'arts martiaux, les tournages, c'est recommencé? Comment ça se passe? Non, c'est recommencé. J'ai recommencé en octobre dernier. OK. Disons, je te dirais que c'est un peu bizarre parce que l'an dernier, à ce temps-ci, j'étais à Los Angeles. J'étais en train de préparer une série que je devais faire à Atlanta. OK. Puis Jack Reacher, qui était du film Jack Reacher avec Tom Cruise, mais la série. Oui. Ouais. Et puis en même temps, j'étais en train de magasiner une maison là-bas, etc. Et je suis revenu à Montréal fin février à peu près pour arranger des affaires ici, pour repartir. Puis finalement, je suis pas reparti. Ouais. J'ai comme un peu laissé de côté le plan pour investir là-bas parce qu'on ne sait vraiment pas dans combien de temps ça va prendre avant que la job reprenne aux États-Unis. Il y a plus de jobs au Canada qu'aux États-Unis en tournage. Fait que, coup de chance, le projet que je devais faire à Atlanta, maintenant, c'est ça que je m'en vais faire à Toronto. Je pense. Ah, ils ont changé la place de tournage. Ils viennent tous au Canada en ce moment. Ah, ouais. Wow. Fait que c'est la série Jack Reacher, ouais, c'est ça? Exact, ouais. OK. Fait que ça doit être un projet Netflix, ça, c'est comme rien? Non, c'est Amazon. Non? Amazon, OK, excusez, j'avais manqué l'info. Ah, OK, cool. Ouais. Mais Amazon produit beaucoup de bons trucs. Oui, j'ai fait Jack Ryan aussi avec eux autres. Ouais. Je fais tous les Jacks de ce temps-là. Ouais. Écoutez, on a vu aussi sur votre site une photo avec le légendaire Chuck Norris. Est-ce qu'on peut avoir est-ce qu'on peut avoir l'histoire derrière cette photo? Moi, je l'ai vu, je capotais. J'étais comme... Avec Chuck, en fait, je connais Chuck quand même depuis un bon bout de temps. Quand je compétitionnais aux États-Unis dans les années 80, je faisais le circuit partout. Puis il y avait le circuit on allait en Californie, à Minnesota, les tournois que vous connaissez, là, comme le Diamond National, tout ça. Puis il y avait le Dallas Fort Worth aussi. Puis moi, je me ramasse justement au Texas. Puis je suis dans les finales, je gagne. Puis qui me donne mon trophée? Chuck. Parce que Chuck était là, tu sais. Le pays des Cowboys. Puis c'est là qu'on a commencé à parler. Chuck aime bien beaucoup les kicks, puis la souplesse, puis ces affaires-là. Fait qu'on s'est parlé, puis je dis, écoute, moi, je vais souvent à Los Angeles, tout ça. Ben, il dit, gars, give me a call when you come. Tu sais, fait que la prochaine fois que je vais là-bas, je l'appelle, puis je vais chez eux, puis on s'entraîne tous les deux ensemble chez eux. Fait que c'est comme ça, on and off. Puis à un moment donné, Chuck avait un genre de fondation qui s'appelait Kick Drugs Out of America, qui était comme pour aider les gens qui avaient des problèmes de drogue. Puis on faisait des démonstrations pour ramasser de l'argent puis il y avait différents centres, dont au Texas. Et fait que je faisais des démos avec lui pour faire de la promotion pour ça. Wow. Télé, toutes sortes d'affaires. Surtout dans des championnats de karaté là, aux États-Unis, entre autres. Et à un moment donné, le promoteur en Allemagne, Norbert Schiffer, qui organisait les Budo Galas, qui étaient des gros shows en Allemagne. Il disait, j'aimerais savoir Chuck Norris. Ben, je connais Chuck, je vais t'arranger ça. Fait qu'il voulait inviter Chuck, puis Bob Wall, puis qui qu'on avait avec les autres? Richard Norton qui est venu aussi. Et fait que pour faire encore une fois une démonstration, fait que c'est là que j'ai fait une autre démonstration avec Chuck. Je sais pas si on peut l'avoir. En tout cas, si vous voulez Jean-Fenêtre, Chuck Norris. Ouais, il y a la photo sur le site de votre école. Je sais pas si c'est cette démo-là, mais il y a une photo de vous deux ensemble. Une vidéo. Tu vas sur YouTube. Si tu cherches un peu Jean-Fenêtre, Chuck Norris, démo. On va fouiller, c'est clair. Si on la met en lien, si on la trouve, c'est officiel. Ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé, cette démo-là? Avant, Chuck, avant d'aller en Allemagne, il tournait un film en Israël. Je pense que ça s'appelait Brain Dead ou Brainstorm ou whatever. Anyway, fait que je suis descendu là-bas, j'ai travaillé avec lui sur le film, puis il y avait moi, puis il y avait Benny Urquidez. Fait que moi, Benny et Chuck, tous les matins, si on commençait à travailler à 7 heures, on s'entraînait de 5 heures à 6 heures le matin avec Chuck, tous les matins. Puis je disais, à l'époque, Chuck avait 52 ans, moi j'avais début trentaine, et il était en forme. Il s'est toujours entraîné, chic type, super gentil. Fait que non, Chuck Norris, c'est quelque chose. C'est pas Chuck Norris pour rien. C'est pas Chuck Norris, puis c'est pas Van Damme. Non, c'est ça. Wow. Puis Jean-Claude Van Damme, avez-vous déjà croisé son chemin? Quelqu'un aussi qui kick beaucoup? Jean-Claude depuis l'âge de 14 ans. Parce que quand j'allais en Europe, j'allais en France, 14-15 ans, j'allais en France avec mon professeur de karaté, mon premier professeur de karaté, Maxime Azalterim. On était allé en France s'entraîner avec Nambou. Puis Jean-Claude était là, je m'en souviens, on s'est rencontrés là la première fois, avec son prof, puis son école de Belgique, pour faire le stage avec Nambou. Fait qu'on était à plusieurs pays qui étaient là, puis on s'est connus là la première fois. Après ça, fast forward dans le temps, je le revois plus. Je me ramasse en Allemagne, Jean-Claude est là, pour faire une promo pour Bloodsport. Puis à un moment donné, il me regarde, il dit, je te connais, toi? Je dis, oui, il me semble que oui. Fait que là, on commence à parler un peu. Ah, putain, ok, oui. Fait que là, on s'est rappelé d'où ça venait, tu sais. Après ça, on a toujours resté en contact. J'ai travaillé au moins 2 ans avec lui à Los Angeles aussi.
10 à 92 à peu près. Ouais, quand il était dans son pic niveau cinéma. Là. J'ai préparé avec lui Double Impact, puis ouais. Mais c'est drôle, vous parlez de Bloodsport, mais je pense qu'ils en ont fait, ils en ont pas fait des nouveaux de ça récemment? Oui, avec Alain. Non, Ouais. excuse-moi, Kickboxer. C'est Kickboxer, ouais, Ouais. qui ont fait une suite, puis c'est avec Alain. Ouais, Alain Moussi, ouais. Moussi, c'est ça. Alain Moussi, ouais, c'est ça. Ouais. Wow. Tout est dans tout. Ouais, Ben, c'est ça. écoutez, c'était vraiment génial. Là. Oui. C'est comme inespéré d'avoir pu profiter de vous pendant presque 1 heure comme ça. Ça fait plaisir. On en prendrait plus, mais on ne veut pas abuser en même temps. Non, Merci plaisir. beaucoup.